Bonjour Catherine, bienvenue sur Pandore. Donc, c'est un vrai Bonjour. plaisir de te aujourd'hui, surtout que c'est un grand retour. Voilà, pour moi, ça va être le premier épisode suite à la naissance de ma fille. Voilà, donc je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui vont nous voir, nous écouter. Vas-y. Oui, moi, mon nom, c'est Catherine Avard. J'habite au Québec, à Saint-Aubert, dans un petit village rural. Je suis herboriste spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que je m'attarde aux plantes médicinales utiles pour la grossesse, selon toutes les issues, que ce soit la naissance, les avortements ou les fausses couches. Puis, à la base, je suis agronome de formation. Donc, je travaille aussi en agronomie sur la protection des terres agricoles. Puis de plus en plus, je vois des liens entre mes différentes passions professionnelles, agronomiques et herboristerie. Spécifiquement, ce qui touche à la santé des femmes, je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire entre les deux domaines. Je pense que tu vas pouvoir nous en faire quelques-uns. Moi, je serais très heureuse d'écouter, surtout que je pense que des fois, justement, on ne fait pas assez ces liens qui sont hyper importants entre le personnel, l'individu et la terre, le global, la société. Donc, je serais très heureuse de t'écouter un peu plus. Mais peut-être que pour commencer, tu peux nous dire un peu ce cheminement que tu as fait professionnellement. Pourquoi tu t'es intéressée à cette question spécifique de la périnatalité? Oui, ben en fait, moi j'étudiais en agronomie au début des années 2000. Puis je suis tombée un petit peu par hasard dans ce milieu-là parce que moi j'ai grandi en ville, donc j'ai jamais connu les fermes ou le milieu rural avant d'arriver à l'université. Mais j'ai adoré mon bac en agronomie pour toutes les sciences de la vie, les sciences animales, végétales et tout ça. Sauf qu'à la fin de mon bac, j'avais plus vraiment d'intérêt à travailler dans le domaine parce que tous les emplois que je voyais, toutes les approches professionnelles qui étaient faites à l'université pour les finissants, c'était des vendeurs d'engrais ou de pesticides. Puis on dirait qu'il n'y avait pas d'issue pour travailler en agronomie de façon globale, intégrée, en bio, par exemple. Puis en parallèle à ça, il faut que je dise aussi que pendant que je faisais mon bac, j'avais commencé ma formation comme herboriste, là. Donc, j'avais commencé à me former pour l'herboristerie générale pour pouvoir soigner les petits bobos de tous les jours, les petites choses comme ça. Puis, dans des cours d'herboristerie, je voyais souvent des plantes c'était écrit, tu sais, les plantes ont souvent plusieurs propriétés différentes sur plusieurs systèmes. Puis quand ça venait au système reproducteur, c'était particulièrement évasif. Et souvent, on va dire qu'une plante va aider à provoquer les menstruations ou à régulariser le cycle. Ou, c'était comme subtilement écrit que c'est des plantes qui aident à faire saigner, par exemple, ou qui aident à favoriser les accouchements, aider à l'accouchement, aider au relevail ou des choses comme ça, mais c'était peu documenté. C'est quand même un secteur qui est un peu comme tabou dans la recherche avec les plantes parce qu'on ne peut pas faire de recherche sur les femmes enceintes avec des plantes puis dire on va en donner à certaines puis pas à d'autres, on va voir le résultat. Ça, c'est très rare, les recherches en herboristerie périnatale. Fait que j'avais comme ce désir bouillonnant de creuser plus l'herboristerie périnatale. Puis à la fois, j'avais comme fini mes études en agronomie, puis je voyais plus d'issue professionnelle. Fait que j'avais pensé retourner aux études, faire un bac sage-femme en me disant, ben, je vais aller chercher comme les connaissances physiologiques pour accompagner les naissances. Finalement, le destin a fait un petit peu autrement. C'est que j'ai fait un stage finalement dans un projet en agronomie qui était super intéressant. Puis dans cette même période, j'ai rencontré le père de mes enfants. On a finalement eu une ferme pendant 11 ans, une ferme d'autosuffisance. Donc, l'herboristerie restait toujours présente, mais ça n'avait jamais pris complètement son envol. En 2013, après que j'ai eu mes deux enfants, j'ai fait une formation d'accompagnante à la naissance. Puis là, j'ai décidé de me lancer en herboristerie périnatale, mais à l'époque, c'était seulement pour les femmes enceintes qui se préparent à l'accouchement. Puis ça a pris comme un autre presque 10 ans avec ma séparation, etc., pour que j'aille me former pour accompagner les avortements et les fausses couches aussi, puis toujours avec la dimension d'herboristerie. Donc ça, j'ai complété ces formations-là en 2020. Puis là, on est en 2023, puis je relance les services de La Louve, qui est mon entreprise, puis avec dans le fond, tout un éventail de services qui, qui couvre la périnatalité.
C'est super, c'est un parcours bien riche, intéressant. Comment ça se fait que toi qui étais de la ville, t'as eu depuis un peu toujours, finalement, cet attrait pour la campagne, pour l'agriculture, etc. Mhm. Ben, moi, je viens quand même d'un milieu privilégié où j'allais souvent dans les camps de vacances l'été. Fait que j'étais quand même très en contact avec la nature au sens large. On avait un chalet à la campagne, j'avais accès à un lac, à la forêt, tout ça. Mais pour moi, la nature, dans cette période-là, quand j'étais petite, c'était plus comme la nature en soi, il faut la protéger, mais j'en fais pas nécessairement partie. Mhm. Je suis là comme un touriste qui va venir passer puis laisser le moindre trace possible dans mon passage. Tu sais. J'avais pas une vision de la nature complète où l'humain pourrait en faire partie. Puis c'est en découvrant, dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que je suis allée étudier finalement pour devenir ingénieur, qui était complètement absurde. Puis dans la même faculté, il y avait les gens qui étudiaient en agronomie. Puis quand j'ai découvert qu'on pouvait étudier la biologie, les cellules, la chimie, toutes des choses qui étaient finalement les sciences du vivant, là, je suis tombée là-dedans comme un poisson dans l'eau. Puis j'ai passé 4 ans vraiment fascinantes là, à étudier le vivant en agronomie. Là. C'est là pour toi que ça a été le lien avec effectivement on fait partie de la nature, on est nature aussi, c'est ça? Ou tu as eu Ouais, cette ben c'est ça, c'est qu'il y a eu reconnexion? il y a eu un déclic à un moment donné, un été, comme je te disais, je travaillais beaucoup dans les camps de vacances. Puis là, un été, j'ai travaillé sur un camp de vacances sur une ferme. Puis là, j'ai comme eu plus de ce déclic-là aussi de dire, ben dans le fond, l'environnement agricole, l'agroécosystème, c'est un écosystème où il y a des insectes, des plantes, des animaux, mais il y a aussi l'humain qui est là, puis qui est comme dans un agroécosystème, puis il faut protéger son milieu de vie, tout comme il faut protéger le milieu de vie des grenouilles ou des oiseaux qui en font partie. Là. Fait que c'est plus finalement dans ce cheminement-là de faire des fermes éducatives, de me rendre compte aussi que quand je faisais de l'éducation à l'environnement, je travaillais beaucoup dans les écoles, faire de l'éducation pour faire des jardins, par exemple, dans les écoles et tout. Puis de faire se rendre compte aux jeunes que 3 fois par jour, quand ils mangent, ils peuvent avoir un impact sur la planète. Que le choix alimentaire que tu fais peut avoir un impact sur la planète. C'est comme c'est un peu là-dedans que j'ai travaillé pendant toute ma carrière en agronomie, si on peut dire, là, toute l'écoéducation, puis le lien à la nature. Fait que dans le fond, pour moi, ça va avec aussi ça va avec la périnatalité, puis le fait on fait partie, là, les cycles féminins font écho au cycle de la nature. Là. Et à quel moment, du coup, tu as fait ce lien un peu entre féminité, cycle, justement, que tu as rejoint un peu le côté agricultrice, vu que Ouais. tu as Ben, c'est vécu venu dans une ferme graduellement. et Ouais, c'est venu graduellement. C'est sûr que c'était une période, il y a eu comme plusieurs déclics. Un, entre autres, où j'étais activement mère à la maison avec 2 jeunes enfants, puis agricultrice, autosuffisance, toute l'équipe. Puis j'ai toujours fait un peu d'illustration, un peu de dessin. Puis j'avais une amie qui m'avait demandé, qui faisait partie d'un comité éditorial pour la revue Caminando, une revue. Puis le prochain numéro, ça tardait aux écoféminismes. Puis fait que j'étais allée lire un peu là-dessus, puis mon amie m'avait demandé si je voulais participer, faire une illustration. Puis comme j'étais tellement dans le jus de femme à la maison qui tient tout ça à bout de bras, j'avais pas le temps de m'asseoir avec mes crayons puis faire un dessin. Puis un soir, j'étais avec une montagne de pommes puis à faire de la compote de pommes pour la saison, pour l'année, tu sais. Puis par terre, il y avait comme mes enfants étaient couchés, puis par terre, il y avait encore la peinture de mes enfants qui n'avait pas été ramassée. Puis là, j'étais comme je pourrais faire quelque chose avec la pomme. C'est ça qu'il y a comme quelque chose, un petit lien que je pourrais faire comme ça avec l'écoféminisme et l'illustration pour la revue. Je vais essayer. Je prends une feuille là, de mes enfants puis de la peinture, puis je fais comme un jeu d'enfant qu'on va mettre de la peinture sur une demi-pomme puis l'écraser. Quand j'ai regardé la feuille, si on regarde à l'intérieur d'une pomme comme il faut, ben, on voit très bien un sexe féminin avec toute la forme que ça a, puis toute la douceur qui peut s'en sortir. Puis ça a été comme un des déclics de me rendre compte, comme, OK, moi-même, je suis en train d'être une femme sur une ferme, puis j'ai un lien avec la terre, puis en tout cas, il y a eu comme tout un petit cheminement peut-être un peu spirituel, j'ai envie de dire, là, de me retrouver ma place dans l'équilibre de l'agroécosystème. Là.
À Euh, travers l'art, c'est super, c'est un super lien. Est-ce que tu travailles aussi du coup avec l'art dans ton projet de la Louve? oui, ben, dans les premières époques où j'ai parti la Louve en 2013, je m'étais aussi formée en art prénatal. C'est un petit organisme qui s'appelle Birthing from Within, qui est en Californie, je crois. Puis c'est des femmes qui offrent des formations pour qu'on devienne comme accompagnatrice prénatale, mais à travers l'art. C'est une formation par téléphone, là. C'était vraiment bizarre comme c'était pas très low-tech, là. Puis ça avait été vraiment fascinant de voir comment l'art en particulier peut être un outil super intéressant pour la préparation à l'accouchement parce pour différentes raisons, mais entre autres parce que la page blanche, on peut le comparer à l'accouchement, où est-ce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Ça nous appartient, il va arriver quelque chose, c'est très brut. C'est pas pour faire une œuvre d'art que je vais accrocher au mur dans la chambre de mon bébé, puis je vais dire, oh wow, c'est super beau. C'est brut, je le fais, c'est un processus. L'accouchement, c'est pareil, il n'y a pas, y a pas de performance à avoir pour que ça soit parfait, puis qu'on puisse se vanter de tomber le bel accouchement que j'ai eu. C'est un processus comme l'art. Puis c'est aussi où ça nous amène dans notre cerveau primitif. Quand on fait de l'art, ben, c'est la même partie de notre cerveau où est-ce qu'on veut aller quand on accouche, on est un peu plus proche de nos instincts. Fait que ça, c'est ce que je fais des fois, c'est comme des ateliers de groupe sur l'art prénatal, mais aussi si j'ai des femmes qui viennent en consultation chez moi, des fois, à travers la consultation, je peux dire, ça le coup qu'on dessine là-dessus, tu sais, puis là, je sors un papier et des crayons, puis je la laisse aller avec ça, là. Exprimer, Ouais. faire sa connexion. Et Mm. du coup, comment ça se passe un peu alors les accompagnements avec toi aujourd'hui avec la Louve? Euh, ben, dans le fond, moi, j'offre ce que j'appelle consultation et suivi, c'est-à-dire que si on prend premièrement pour les accompagnements à la naissance, ben, peu importe à quel stade de la grossesse la personne est rendue, elle me contacte, on fait une première consultation suite à un questionnaire, un peu comme un genre de bilan de santé questionnaire, là. Je vais rencontrer la femme, puis discuter un peu de ses besoins pour sa grossesse. Il y en a que c'est pour préparer un AVAC, il y en a que c'est parce qu'elles ont tendance à faire de l'œdème ou de l'anxiété ou des choses comme ça. C'est des fois des petits malaises de grossesse ou des choses comme ça. Puis, moi, je vais leur proposer les plantes qui vont avec. Souvent, c'est des plantes aussi de base, dans le sens que si on n'a rien de particulier, que la grossesse va bien, ça peut être intéressant de prendre des plantes qui sont, moi, j'appelle les plantes indiquées pour la grossesse. Donc, qui sont non seulement sans danger, mais sont efficaces, sont bonnes. Ils vont aider le corps à faire un meilleur processus dans la grossesse. Dans le fond, souvent, je leur donne les plantes de base, des plantes pour des particularités qu'elles peuvent vivre dans leur grossesse. Puis j'offre aussi l'accompagnement un peu comme psychosocial de l'accompagnante à la naissance de la doula, de dire quelles sont ses craintes, ses peurs, sa préparation à l'accouchement, le conjoint là-dedans, tout ça, les autres enfants, d'essayer de préparer la femme pour l'accouchement puis le postnatal aussi. Puis pour les accompagnements dans l'interruption de grossesse ou à la fausse couche, c'est tout nouveau pour moi. J'en ai un seulement là en cours présentement. Puis c'est plus court un peu, c'est souvent ça se ressemble, en fait, de faire un bilan un peu de qu'est-ce qu'elle a de besoin en ce moment, puis accompagner avec les plantes autant que le niveau humain, là. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que quand on parle plantes, grossesse, allaitement aussi, après la phase derrière, souvent les gens, moi j'ai l'impression des retours que j'ai eus, il y a beaucoup de peur, de frayeur, tu sais, l'impact de la plante, justement, il n'y a pas beaucoup d'études de fait, donc on ne sait pas, il y a le risque pour le bébé, le fœtus, après. Donc, comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu répondrais un peu à ces craintes, aux gens qui peuvent formuler ces craintes? Ben, il y a plusieurs aspects qui peuvent répondre à ta question. Entre autres, je te dirais que moi, je travaille avec ce que ma prof, elle appelait les plantes aliments, c'est-à-dire les plantes médicinales, c'est juste comme une continuité par rapport aux légumes puis aux fruits qu'on est habitué de manger. C'est juste que des fois, c'est certaines plantes qui ont évolué qu'on sait qu'on peut utiliser les feuilles ou les racines ou les baies ou des choses comme ça. Fait que c'est comme sur un continuum entre l'aliment puis le médicament. Fait que dans le fond, le, l'aliment, on sait que si on mange plus de légumes, ça va être bon pour notre transit intestinal, que si tu arrêtes de manger des légumes complètement, ça se peut que tu sois constipé, tu sais, puis sauf que ça veut pas dire que
ça veut pas dire que il faut absolument, tu sais, c'est pas une prescription de manger des légumes pour autant, c'est juste qu'on le sait dans la culture des humains qu'il y a certains aliments qui nous font du bien ou puis d'autres moins. L'exemple facile des carottes, qui a de la bêta-carotène, qui va nous aider pour les yeux, tu sais, mais fait que ça, c'est plus du côté de l'aliment, qu'on va en prendre un peu de temps en temps, puis ça va nous aider. Puis à l'autre extrême, on a le médicament qui est que si on est malade, la, la maladie s'est installée ou la condition s'est installée dans notre corps, puis là, faut être plus dans le curatif, le médicament va venir aider à ce moment-là. Puis la plante médicinale, elle se situe un peu dans toute cette zone-là entre les deux. Faut prévenir la maladie, pour pas que la maladie s'installe, puis, mais qui est un petit peu plus active que les légumes, par exemple. Oui, Ça, en ça t'écoutant répond, ouais. aussi, ça me faisait penser comment on a limité notre alimentation aussi, comment on a réduit la diversité de fruits, de légumes, même de plantes, parce que tu parles des plantes alimentaires. Et effectivement, il y a des mouvements ici au Brésil, ils appellent ça les plantes alimentaires non conventionnelles, hein, Ah, ça wow! s'appelle. Et il y a ça revient, il y a beaucoup de recherches, des cuisiniers, des gens qui s'y intéressent pour faire Ouais. des recettes. Je ne sais pas comment c'est chez toi, justement, s'il y a un peu ce Ben, mouvement-là, mais il y a beaucoup un mouvement au Québec des plantes de la forêt. C'est très à la mode d'aller chercher des plantes culinaires dans la forêt, puis souvent, on va pas nécessairement mettre de l'avant les propriétés médicinales, on va plutôt mettre de l'avant la saveur dans ces cas-là. Euh, mais ça me faisait penser à quelque chose quand tu as dit que c'est oublié. Ah oui, c'est ça, c'est que l'herboristerie, ce qui est fascinant, c'est que c'est une médecine de la cuisine. C'est qu'anciennement, les herboristes, moi, j'ai fait un long stage en Suisse sur une ferme de plantes médicinales. J'allais rencontrer des herboristes très âgés dans les montagnes. Puis la dame, elle nous disait ben, que quand elle était petite, si elle allait rentrer les vaches, il fallait toujours qu'elle revienne avec un peu de millepertuis ou d'achillée dans la poche de son tablier parce que sa mère, elle mettait ça à sécher ou à s'organiser. Tu sais, ça faisait partie de l'alimentation de dire on mange tels aliments puis on boit telles autres plantes. Puis ça fait partie de ça. Puis on a raison de dire qu'on s'est coupé un peu de certaines de ces sphères-là. Là. tu as une plante, toi, favorite, un peu, ou que tu aimerais parler, évoquer un petit peu avec nous? Ouais, la favorite, tu m'en donnes juste une? Ben, j'ai envie de vous parler de la viorne, qui est le pimbina aussi. C'est un arbre indigène au Québec qui pousse sur le bord des champs. Donc, c'est quand même un environnement qui n'est pas évident à trouver parce que c'est pas un arbre qui pousse en pleine forêt ni en pleine lumière, il aime un peu les deux. Puis, cet arbre-là, moi, je le récolte pour son écorce. C'est pas, je dis un arbre, mais c'est un arbuste, là. Donc, on récolte les tiges l'hiver. Donc, c'est ça que je fais ces temps-ci, là. Je vais dans mes différents endroits pour cueillir la viande. Puis, l'écorce, elle est antispasmodique. Donc, moi, je l'aime beaucoup entre autres, je l'ai beaucoup utilisé avec des clientes qui avaient des contractions prématurées pendant leur grossesse. Entre autres, une qui était comme clouée au lit, là. Dans le fond, il fallait vraiment pas qu'elle fasse d'efforts. Puis, elle avait 2 enfants déjà en arrière, là. Fait que c'était pas évident de rester au repos. Puis quand elle prenait de la viande, ça calmait ses contractions prématurées. Évidemment, elle a le même impact sur les crampes menstruelles ou sur les tranchées après l'accouchement. C'est pour ça que je l'aime parce qu'elle vient vraiment comme calmer les douleurs là, de façon très spécifique. Mais je l'utilise aussi dans une autre dimension qui n'est pas nécessairement pour la douleur, mais je la mets dans un mélange de plantes que je donne en fin de grossesse, que j'appelle ma teinture mère ocytocique. Parce que c'est un mélange de 3 plantes qui vont aider le corps à libérer l'ocytocine naturelle, donc à déclencher naturellement l'accouchement. Puis à date, toutes les clientes que j'ai eues qui l'ont utilisé depuis 10 ans, ça a fonctionné. Dans le fond, leur accouchement ne dépassait pas le terme. Parce qu'on sait que quand on dépasse le terme puis qu'on se fait déclencher artificiellement à l'hôpital, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ben dans le fond, souvent on peut avoir plus d'interventions, plus de péridurale, plus de césarienne même. Donc, c'est une plante qui rentre dans le mélange qui permet
d'éviter ça, dans le fond, juste que ça se déclenche naturellement à terme. Fait que c'est pour ça que je l'aime, puis ces petits fruits rouges, ils sont comme acidulés, puis des fois, quand on est chanceux, quand on cueille les écorces l'hiver, on peut trouver des petits fruits encore accrochés à l'arbuste, là. Que tu peux manger, du coup, les fruits. Ouais, ouais, tu sais, on n'en mange pas des tonnes, là, parce que c'est quand même assez, acidulé, là, mais c'est un beau petit fruit, c'est un bel arbuste. On peut cueillir sa feuille aussi pendant l'été, puis il va avoir un petit Mhm. peu les mêmes propriétés, mais ses propriétés sont vraiment dans son écorce. En anglais, on l'appelle cramp bark, donc vraiment l'écorce des crampes. D'accord. Mmh. Et je me demandais parce que c'est vrai que la plante, elle a plusieurs aspects. Elle, elle agit sur plusieurs domaines. Enfin voilà, il y a des personnes qui travaillent plus avec le côté physique, entre guillemets. Donc par exemple, là, tu parlais des crampes, etc. Mais aussi, il y a des personnes qui parlent du côté émotionnel qu'une plante, Mmh. etc. Est-ce que toi aussi, tu joues avec ces différents aspects des plantes comme Ouais, herboriste? ouais, ça dépend plus comme intuitivement avec chaque cliente. Dans le fond, une cliente qui va arriver dans une période où je suis en train de cueillir beaucoup de telles plantes, ça va peut-être ça va donner, ça va lui correspondre vraiment bien. L'été, j'ai mon jardin, j'ai un genre de petit boisé champ, avec des plantes sauvages, là. Fait qu'on j'amène les clientes à aller se promener là, puis voir est-ce qu'il y a des plantes qui l'attirent particulièrement. C'est ça, j'aime tout le temps ça, voir, un peu comme une carte dans un jeu de tarot, tu sais, on va comme piger une carte qui nous correspond particulièrement, mais je pense que les plantes qui ont un peu cette magie-là aussi, on peut comme aller vers une plante qui nous parle particulièrement. Puis c'est toute la science des élixirs floraux aussi, qui est un peu que moi, j'utilise pas nécessairement les élixirs, mais je pense que si la plante nous attire, si la plante entière nous attire, c'est probablement un peu son essence, là, son élixir floral qui est un peu présent. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Et du coup, je t'écoute. Donc, ton travail d'herboriste, c'est recevoir des personnes, etc. Mais c'est aussi beaucoup de temps dans ton jardin, c'est ça? Tu fais pousser des plantes et puis tu vas aussi cueillir, etc. Tu Ouais, ben la prépares tes formation, propres, comment tu dis? tu prépares du coup tes propres Oui, plantes, tu les fais grandir. ouais, c'est ça. Dans le fond, mais la formation que j'ai eue, c'était principalement sur les plantes sauvages du Québec. Fait que ça, c'est un avantage parce que si j'ai pas accès à un jardin, j'ai quand même accès des fois à des tâches, des amis, des fermes bio proches de chez moi où je peux aller cueillir sauvage. Puis là, ça fait 1 an et demi, là, j'ai ma maison ici, j'ai transplanté mon jardin, donc je cultive surtout des vivaces. Moi, je trouve que les plantes vivaces, c'est les plus sympathiques parce qu'ils font leur affaire puis ils s'installent. Donc, j'ai installé plusieurs plantes là, à différents endroits puis je les laisse aller, là. Puis certaines, je vais cultiver comme l'avoine, là, qui est une plante super importante qui est plus cultivée, là. Euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps passé à ça. Puis une fois qu'il y a la récolte, il y a aussi les transformations en teinture mère, principalement, des fois en huile médicinale aussi, pour différents Ouais, usages. j'allais te poser la question, quel genre de préparation? Si tu plutôt les teintures, les tisanes ou parce qu'il y a plusieurs manières aussi. Ouais, ben je fais des teintures mères dans le vinaigre exclusivement parce que j'aime mieux pas travailler avec l'alcool pour les femmes enceintes. C'est un choix. C'est aussi beaucoup parce que je veux que la femme puisse arriver avec son produit à son médecin et dire regarde, je prends ça. Je veux que le médecin puisse dire vas-y, c'est juste un vinaigre, il n'y a pas de problème. Alors que s'il y a de l'alcool, souvent les médecins vont dire ah, tu sais, l'alcool, non, non, la grossesse. Quoique les avis sont parfois partagés sur la quantité d'alcool qu'on peut prendre, mais moi, j'aime autant garder ça à zéro, là. Donc, je fais des teintures mères dans le vinaigre. J'ai commencé à en faire quelques-unes dans l'alcool, plus pour les plantes, pour soutenir les avortements, par exemple, parce qu'on n'a pas le même souci. Puis, je fais des huiles médicinales aussi pour favoriser, entre autres, j'en ai une à la Tunisie pour favoriser le déclenchement aussi de l'accouchement. Donc, des huiles comme à massage, on va masser la bédaine avec puis après ça, on met une bouillotte chaude. Ça vient comme, la plante va vraiment comme faire son travail de façon plus externe, là. Donc, ça ressemble à ça, tisane, teinture mère, huile. D'accord. Et tu parlais justement du médecin. Comment ça se passe? Est-ce que tu dialogues avec les médecins? Comment c'est cette relation? J'ai l'impression Ben, que c'est plus cool au Canada qu'au niveau de la législation. Déjà, c'est plus. Il y a des vraies formations d'herboristerie. En France, c'est un petit peu.
Ouais, complexe. peut-être par rapport au rôle d'herboriste, tu as raison, mais je sais pas ailleurs, en France ou au Brésil, comment ça se présente, mais ici, si c'est pas mon médecin personnellement, je peux pas appeler. Si ma cliente me dit mon médecin s'appelle monsieur, madame, une telle, je peux pas appeler au médecin pour lui parler. Là. C'est pas mon médecin, j'ai pas d'affaire à lui parler. Mais fait que moi, je fonctionne plus que dans le fond, j'encourage la cliente, que ce soit un médecin ou une sage-femme, je lui dis montre-lui ce que tu prends, ce que je te donne, je veux qu'il soit au courant. Puis ben, c'est aussi pour que, dans le fond, ça fasse école un peu. C'est que les médecins, à un moment donné, vont voir que les femmes enceintes prennent des produits, puis que c'est normal et que ça fait partie de la vie. Là. Mm. Et t'as jamais de cliente qui est revenue, ah bah non, j'ai arrêté parce que mon médecin m'a dit ou ma sage-femme m'a dit que. Ben, je touche du bois, ça m'est pas arrivé encore. Mais dans le fond, ça m'étonne pas parce que c'est juste des vinaigrés de plantes nutritives, là, dans le fond, tu sais. Fait que c'est pas rien pour causer quoi que ce soit, là, à part mon mélange de fin de grossesse, mais je le donne à partir de 37 semaines, spécifiquement pour que le bébé est à terme. Donc, si jamais ça déclenchait rapidement, le bébé serait à terme, mais c'est un mélange qu'on commence à prendre 2 gouttes par jour, après ça, 4 gouttes par jour, vraiment très, 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 très graduellement sur les 3, 4 dernières semaines de grossesse. Donc, ça va jamais déclencher. C'est pas comme un truc que tu prends et ça déclenche. Là. Même s'il y en a des plantes qui font ça, moi, je travaille pas comme ça. Je travaille sur un bon 3, 4 semaines pour que le corps fasse son travail tout seul. Tu disais du coup que tu accompagnes des fausses couches et des avortements. Je me posais la question de déclencher des avortements. Je ne sais pas comment si la législation aussi commencé, si c'est des pratiques qui se font. Traditionnellement, je sais qu'au Brésil, ça se faisait, mais aujourd'hui, en termes de législation, c'est interdit. L'avortement en général, de toute manière. Mais du coup, je me posais la question. Non, c'est ça. C'est des médecines qui existent dans différentes cultures. On sait que c'est là. Moi, j'ai choisi de pas la pratiquer pour des raisons légales. Puis je pense qu'il y a déjà énormément à faire avec un mélange de science et de sacré. De dire on peut prendre un avortement par aspiration ou un avortement par médication, puis quand même prendre des temps pour soutenir le avant, pendant, puis après, faire un beau travail. Parce qu'il y a aussi un travail médical, je trouve, un avortement. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme. Je ne suis pas formée pour reconnaître les complications ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un professionnel de la santé qui est impliqué. Puis, d'ailleurs, je crois que les sages-femmes au Québec sont en train de faire leur ligne directrice pour pouvoir offrir un accompagnement d'un avortement. Mais ça ne sera pas par les plantes, là. C'est pas. C'est ça. C'est aussi que c'est. Bon, en tout cas, c'est ça. C'est très. Les avortements par les plantes, c'est très long et complexe. Donc, apparemment que la personne enceinte doit s'engager plusieurs semaines dans un processus à temps plein là, pour vraiment comme passer tout le processus. Donc, il pourrait y avoir des risques de complications. Là. D'accord, c'est plutôt un processus à long terme alors, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir que tu vas boire une plante et pof. C'est ça. Ben oui, moi, les ressources que j'ai vues sur le sujet euh, dans différents podcasts ou différentes entrevues Mhm. de sages-femmes qui sont plus expérimentées en la question, oui, c'est ça, c'est ce que j'avais entendu, c'est que ça peut être très long et un processus à temps plein de prise de toutes sortes de plantes, de produits de différents dosages, là, de combinaisons de plantes aussi. Là. Donc toi, tu es vraiment dans plutôt l'accompagnement après, et puis l'accompagnement avant, si tu disais, Oui, qui englobe l'émotionnel. c'est ça, l'émotionnel ou avec les plantes, parce que, par exemple, avant un avortement, on peut préparer l'utérus, là, on peut quand même s'assurer que l'utérus fait bien son travail, parce qu'il va y avoir un travail d'expulsion à faire, puis on peut s'assurer si la personne a un souci au niveau du fer, par exemple, on peut s'assurer de bâtir ses réserves de fer pour éviter l'anémie, ou le système nerveux, aider les nerfs à se calmer avant d'arriver à l'avortement. Donc, il y a toutes sortes de choses que les plantes peuvent être vraiment, leur force peut être vraiment utile. Là. C'est hyper intéressant que tu soulèves ça parce qu'on n'y pense pas, il n'y a pas du tout, mais c'est vrai qu'un corps, c'est pas anodin et ça peut se préparer pour que, comme tu disais, j'avais jamais pensé, mais que l'utérus soit bien, soit prêt, etc. Avoir le maximum d'énergie et le maximum de santé pour cette traversée. C'est
chouette. exact. Oui. Euh, Notre entretien arrive déjà vers le final, donc je voulais savoir si tu avais encore envie de partager quelque chose, certaines choses, avant que je te fasse ma petite question traditionnelle. OK. Ben, j'avais envie de revenir sur ce que j'ai dit dans mon introduction à propos des liens que je fais entre ma pratique d'agronome et d'herboriste. Je référerais les auditeurs et auditrices à la merveilleuse Sylvia Federici. Peut-être que tu la connais. Euh, une autrice d'origine italienne qui a beaucoup documenté le fait qu'il y a eu une période dans l'histoire où on a privatisé les terres communales, donc privé les femmes et les familles paysannes de terres communales. On a fait les enclosures, on a comme clôturé ces terres-là. À la même période, il y a eu une grosse perte de savoir liée à la fertilité puis aux plantes. Il y a eu l'enclosure des savoirs. Donc, c'était vraiment tous des deux phénomènes qui étaient concomitants, qui étaient comme en même temps que la montée du capitalisme et du patriarcat. Donc, je trouve que pour moi, ça fait beaucoup de sens de travailler sur les deux niveaux de, de la protection des terres agricoles, de la protection de la liberté au niveau de la fertilité féminine. Si tu veux, il y a quand même encore un petit peu de temps. Si tu veux développer un petit peu plus là-dessus, vas-y. Enfin, Ben, dans le fond, parce que le travail que je fais comme agronome, c'est que j'accompagne les gens qui veulent protéger leurs terres à l'aide de fiducies d'utilité sociale agroécologique. Donc, pour que les terres agricoles redeviennent des communs. Et les communs, ben, c'est des biens, si on peut dire, là, de l'air, l'eau, les terres agricoles qui ne devraient appartenir à personne. Elles doivent s'appartenir à elles-mêmes. Pour pouvoir pour vraiment euh, être protégées, puis être mises en valeur, ben on ne peut pas privatiser ces choses-là. C'est sûr qu'actuellement, la façon que le système est fait, on ne peut pas mettre toutes les terres agricoles en fiducie puis que ça redevienne des communs, mais je pense que c'est l'idée, le principe. Au Québec, on est très en retard parce qu'en Europe, vous en avez ce genre de protection de terres agricoles, en France, entre autres. Puis aux États-Unis, au Canada anglais, il y en a des Community Land Trust, il y en a de plus en plus. Puis au Québec, on est relativement en retard sur le sujet. Puis je pense que quand la terre, elle est protégée, ben ça laisse la place à émerger pour des petits métiers comme les herboristes communautaires qui sont là, qui ont un lien avec le territoire, avec les plantes, que la pratique d'herboristerie, elle soit pas motivée par le paiement d'une hypothèque en arrière pour payer ta terre, là, parce que sinon, ça te force à faire des choix au niveau de ton entreprise qui sont peut-être moins écologiques ou moins portés vers la communauté. Fait que c'est comme pour que les savoirs et les terres soient protégés de plus en plus dans chaque communauté. Je ne sais pas si tu me suis. si, je pense. Et puis après, si tu penses à effectivement d'autres lectures ou des liens Mhm. pour partager, ça peut être bien intéressant. C'est vrai que je pensais, oui, effectivement, à tout, tout ça, ces cycles, enfin, cette connexion avec le vivant, mais en soi, mais aussi avec la terre, les saisons, enfin, les plantes. Hein, et effectivement, ce travail d'herboriste, j'avais jamais vu ce côté aussi d'être connecté avec voilà avec les rythmes. Hein, c'est pas que le rythme de la personne, surtout dans notre société ou un peu rapide, mais c'est aussi le rythme de voilà peut-être différent, plus ralenti de entre guillemets ralenti entre gros guillemets, mais euh, mais de la nature, de voilà des arbres, des plantes. Et c'est vraiment Mm. chouette, c'est vraiment intéressant. Oui, Mm. c'est bien résumé. Puis ça fait partie d'un volet qui n'est pas encore beaucoup développé pour la Louve. C'est le volet écoéducation là, que je disais que j'avais fait beaucoup dans ma vie d'agronome. Mais j'ai l'intention de développer des ateliers pour les jeunes aussi autour des cycles et de la connexion à, à la terre, au cycle des saisons, le cycle menstruel, essayer de parler un peu différemment de la connexion à tous ces cycles-là, plutôt que qu'ils reçoivent une éducation à la sexualité ou très plate à l'école. Dans le fond, d'essayer de rendre ça un peu plus proche de la nature et du sacré. Oui, il faut le vivre, il faut le sentir, il faut le toucher, le faire. Moi, je dis souvent pour voilà, qu'il y ait une véritable intégration et Hum, participation. hum. Oui, tu as Du coup, raison. je vais te faire ma petite question
traditionnel. Tu nous as déjà parlé d'une belle plante, mais du coup, le portrait chinois, c'est si tu étais une plante, toi, qu'est-ce que tu serais? Ouh! Si j'étais une plante, qu'est-ce que je serais? Et tu peux nous dire pourquoi ou pas, c'est toi qui choisis. OK. Ben, j'avais déjà fait un peu une histoire, un conte autour du framboisier. Puis je pense que ces années-ci, je m'identifie beaucoup au framboisier par rapport au fait qu'il pousse en bande. Il veut comme ça multiplier puis devenir plus de framboisier, hein. Puis qui peut avoir l'air un peu rêche ou difficile d'approche avec ses aiguilles, puis ses épines, puis une plante qu'on a l'impression qu'elle est juste comme envahissante et pleine d'épines, mais qu'en réalité, ses feuilles sont super bénéfiques pour l'utérus, puis sont super précieuses. Fait que c'est comme un enseignement pour moi de partager mes savoirs, là, si on peut dire, là, pour partager les richesses de mes feuilles de framboisier que je voudrais qu'ils se répandent, là. Super. Et puis, tu as aussi le côté doux et acidulé en même temps des fruits. Mhm. La couleur vivace, le rouge framboise, là, le rose framboise, c'est une belle couleur. Ouais, Eh ben écoute, Catherine, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec moi. ça fait Et plaisir. puis, je te dis à une prochaine fois, peut-être. Non? Un Oui, grand merci. assurément. Merci.